Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire du programme Acté de la Carène qui est dédié au sujet de la qualité environnementale des bâtiments publics et notamment à la question de est-ce qu'il faut faire appel à ses amis ou est-ce qu'il faut faire appel à un AMO pour aider en fait à ficeler son projet correctement, à définir ses objectifs et à s'assurer que qu'à chaque étape du projet, ces objectifs sont bien inscrits dans le travail de la maîtrise d'œuvre et qu'à la fin, in fine, les résultats sont au rendez-vous. Euh, donc la qualité environnementale du bâtiment, c'est un sujet qui est assez large euh, et qui évolue assez vite. Et il y a une réglementation qui existe, dont on va parler, qui est de plus en plus exigeante, mais qui ne fait pas tout, qui ne fait pas encore tout. Et donc, il y a quand même une responsabilité du maître d'ouvrage pour voilà, impulser une prise en compte d'enjeux environnementaux dans ces opérations de construction et de rénovation. Et comme c'est difficile de maîtriser quand même tous les enjeux, surtout pour les maîtres d'ouvrage plus petits, ça peut être important de se faire accompagner par des professionnels, donc AMO, de la qualité environnementale, des assistants en maîtrise d'ouvrage. Donc voici le programme que nous vous proposons. Donc, le webinaire est prévu de 11 heures à 12h15 et ensuite on pourra, si nécessaire, prolonger les échanges jusqu'à 12h30. Dans un premier temps, en suivant un peu la structure du premier webinaire pour ceux qui avaient assisté, je vais faire d'abord quelques rappels de définitions, de principes pour que tout le monde ensuite puisse bien suivre ce que disent les intervenantes. Je parlerai du cadre réglementaire, des labels qui existent parce que voilà, il y a une profusion d'acteurs et voilà, d'éléments en fait d'ordre réglementaire ou officiel sur ce sujet et on peut être un peu confus à un moment. Ensuite, on aura Adèle Gauthier, qui est chef de projet du bureau d'études Impulse, qui va présenter le rôle vraiment de l'AMO à qualité environnementale. Donc, vous parlera de son métier, de qu'est-ce qu'elle fait concrètement, de qu'est-ce que voilà, ces recommandations peuvent apporter à vos projets, avec des exemples vraiment concrets d'analyse sur ce bâtiment qu'elle a suivi, et sur des exemples de projets qui ont été réalisés, enfin, qui ont été accompagnés par son entreprise. Ensuite, l'idée, c'est de faire parler également Céline Bioré de la ville de Saint-Nazaire, qui est donc en position de maître d'ouvrage, hein, quasiment, et qui a travaillé en duo avec Adèle, c'est pour ça qu'on les fait parler en même temps, qui vont faire des retours d'expérience sur la ville de Saint-Nazaire, parce qu'Impulse est intervenu sur la ville, et notamment de comment on fait bien fonctionner le binôme MO, maître d'ouvrage, et AMO, pour être sûr qu'on voilà, on a bien communiqué et on s'est bien mis d'accord pour ensuite être en harmonie lorsqu'on communique des choses à la maîtrise d'œuvre. Donc, il y a des bonnes pratiques un peu à connaître, des leçons qui ont été apprises, etc. Et ensuite, donc, le but de ce webinaire, c'est aussi de vous parler du marché à groupement de commandes de la Carène. Groupement de commandes pour AMO à qualité environnementale. Donc, Céline vous expliquera concrètement comment ça marche, combien ça coûte, etc., le détail des prestations, pour que vous puissiez vous lancer dès que vous le souhaitez. Voilà, y a-t-il des questions sur ce programme ou des questions, des problèmes techniques? Non, apparemment. Alors, on va attaquer. Alors, qu'est-ce que la qualité environnementale du bâtiment? Une question généraliste avant pour introduire ce sujet un peu multiforme. Alors d'abord, un petit rappel sur le contexte du bâtiment et de son impact sur l'environnement en France. Donc, il y a peut-être des gens, en effet, parmi vous qui ne sont pas spécialistes du bâtiment. Donc, le bâtiment, c'est 43% des consommations énergétiques françaises et 23% des gaz à effet de serre. Donc, dans ce camembert bleu, là, c'est la plus grosse part. Il y a quand même à peu près les deux tiers qui sont du logement, mais il y a quand même un dernier tiers qui est dû au bâtiment tertiaire. Donc là, c'est logement et tertiaire ensemble, 43%. Il faut se rappeler que l'essentiel du parc de 2050 est déjà bâti, donc il y a un enjeu fort sur la rénovation, qu'il y a également une artificialisation des sols qui est importante et en progression, et donc c'est important de se questionner sur les usages, de réfléchir à la question de la rénovation et quand on construit, de construire intelligemment et bien. Et il y a des réglementations thermiques successives qui existent depuis les années 70, mais qui ont traité surtout la question de l'énergie, hein, historiquement, notamment du chauffage, ce qui était la priorité. Surtout les bâtiments neufs, hein. La réglementation thermique pour la rénovation est très, très légère. Donc le bâtiment, c'est un levier important pour la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Donc vous voyez ce poids, cet impact, c'est le premier secteur en fait sur lequel il faut travailler pour atteindre les objectifs énergie et climat de la France.
Et donc, en lien avec ce webinaire, en fait, il y a tout un tas d'autres sujets environnementaux que l'énergie, hein. Il y a les émissions de CO2, il y a l'eau, il y a les matériaux biosourcés, biodégradables, etc., locaux, la prise en compte de la biodiversité, qui ont pendant longtemps, et c'est toujours assez vrai à l'heure actuelle, relevé la démarche volontaire. C'est-à-dire que c'est pas vraiment la réglementation qui l'impose, c'est au maître d'ouvrage de fixer un niveau d'ambition supplémentaire, surtout si c'est un maître d'ouvrage public qui veut être un peu exemplaire et tirer les filières de construction vers le haut. Il y a une responsabilité du maître d'ouvrage public d'aller plus loin. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va parler de la qualité environnementale et du soutien que peut apporter un assistant maîtrise d'ouvrage. Donc, qu'est-ce que la qualité environnementale? Si on voulait donner une définition, ce serait une démarche qui vise à minimiser les impacts environnementaux du bâtiment pendant sa construction ou une rénovation lourde, mais aussi tout au long de son cycle de vie, hein, à l'usage et jusqu'à la déconstruction potentiellement. Et donc, c'est son aptitude à maîtriser ses impacts sur l'environnement extérieur, quel qu'il soit, immédiat ou plus lointain via ses consommations de fluides, et de créer également un environnement intérieur confortable et sain. Voilà pour la définition. Alors, euh, avant d'aller plus loin, donc je fais un petit point sur la réglementation pour voir qu'est-ce qui est obligatoire et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. La réglementation, donc c'était la réglementation thermique, la RT, 2012 jusqu'à présent, et maintenant on arrive aux phases d'application de la réglementation environnementale, la RE 2020, qui est de 2020, mais qui a pris pas mal de retard, notamment à cause du Covid, qui s'applique au logement actuellement et à certains bâtiments tertiaires, bureaux et enseignements. Les autres bâtiments tertiaires vont être soumis au cours de l'année 2023. Cette réglementation, donc, elle vise une réduction des consommations d'énergie supplémentaires par rapport à la RT 2012. Elle inclut également d'autres usages, donc de l'énergie qui n'étaient pas pris en compte, hein, comme l'éclairage et la ventilation des parkings, etc. Enfin, certaines consommations qui échappaient à la RT 2012. Donc, l'assiette, on va dire, est un peu plus large. Et pour la première fois, il y a une prise en compte de l'impact carbone des consommations d'énergie, mais aussi des matériaux de construction. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les émissions de CO2 du bâtiment et essayer de les minimiser. Et comme dans RT 2012, il y a aussi un travail sur le confort d'été et une garantie de fraîcheur dans le bâtiment. Donc Adèle, peut-être je te laisse dire un petit mot de plus. Tout à l'heure, tu m'as dit des choses et c'était intéressant. Peut-être sur comment toi tu perçois ça dans ton métier. Oui, la RE 2020, elle est là pour plusieurs choses. Elle était là pour continuer à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Elle est là aussi pour tourner le dos aux énergies fossiles, donc imposer les énergies renouvelables dans les nouvelles constructions. Elle est aussi là pour pouvoir justement intégrer l'impact carbone des constructions. À savoir que aujourd'hui, on nous demande de faire un calcul carbone, mais évidemment, on ne va pas demander à la filière d'un coup de dire bon, on construit plus en béton, plus de polystyrène, plus de laine de verre. Non, on va attendre que la filière se structure. Donc, en fait, il y a plusieurs seuils qui ont été mis en place. On a un premier seuil, donc là, 2020-2022, un autre en 2025, 2028, 2031. Le but, c'est que les artisans, les entreprises se forment, que les filières biosourcées se structurent en France pour pouvoir arriver à l'horizon 2030 sur des constructions plus vertueuses pour l'environnement. Voilà, l'objectif, c'est de réduire en gros de 30% l'impact carbone du secteur de la construction en 2030. Ok, super, merci pour les précisions. Donc en tout cas, on voit que la réglementation, s'impose à l'ensemble des bâtiments de France et en effet, elle ne peut pas aller trop vite. Mais en même temps, pour certains bâtiments, c'est bien de quand même commencer à faire les choses à un niveau d'ambition supérieur pour faire des bâtiments qui sont un peu en avance et pour que la filière puisse s'entraîner et montrer ce qu'elle est capable de faire et qu'ensuite le reste des bâtiments soit poussé par la réglementation par la suite. Donc, encore une fois, il y a un certain nombre d'aspects qui sont encore volontaristes à l'heure actuelle, même si on a beaucoup entendu parler de la RE 2020 et de ce qu'elle allait apporter en plus. Alors, juste pour faire le point sur tout un fouillis de labels, d'acteurs dont on peut entendre parler et qui peut parfois induire une certaine confusion. Je ne vais pas tous les présenter évidemment, mais par catégorie à minima. Donc la réglementation, on l'a vu, c'est ce qui est obligatoire, tout simplement. Il y a aussi les démarches de certification. Donc là, c'est une démarche volontaire et payante du maître d'ouvrage dans laquelle il souhaite faire reconnaître la qualité de sa construction et donc dans lequel
Le bâtiment et le processus de construction sont évalués par un organisme certificateur indépendant et impartial, comme ceux-là, là, Cercal, Certivea, etc. Donc, vous avez souvent entendu parler Qualitel, qui sont des certificateurs. Cette certification, elle peut aboutir à un label donc, qui est une reconnaissance voilà, de la qualité du bâtiment de son ensemble, de certains aspects. Ces labels peuvent être publics, donc émanant de l'État ou privés, émanant d'associations du secteur du bâtiment, commercial ou non, comme l'association F-Énergie, dont vous avez souvent entendu parler. Ces labels peuvent porter sur la performance énergétique, un BBC, BPOS, donc bâtiment énergie positive, ou sur la construction, sur les matériaux de construction, bâtiments biosourcés, le plus c'est moins, qui fait un peu les deux pour le coup, ou d'autres labels environnementaux qui existent. Donc voilà. En tout cas, il faut retenir qu'il y a des choses qui sont obligatoires et d'autres qui sont de l'ordre de la démarche volontaire, et que cette démarche peut aboutir à un label, mais c'est pas forcément systématique. Bon, j'y reviendrai juste après, petite précision à ce sujet. Alors, je parle quand même du label plus c'est moins, donc, qui est un label, mais qui est un peu particulier, parce que c'est un label d'État et qui préfigure la réglementation environnementale 2020. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs niveaux qui ont été définis, qui sont assez ambitieux, et donc l'idée, c'est que la réglementation, petit à petit, elle rattrape un peu ces niveaux. Donc au début, la RE 2020, ça devait correspondre à peu près au premier niveau de plus c'est moins. En réalité, c'est même un petit peu en dessous, mais l'idée, c'est d'avancer petit à petit. Donc plus c'est moins, dès 2016, ça avait pris en compte les aspects carbone et pas que énergie. Donc il y a 4 niveaux d'énergie et deux niveaux de carbone. Ces niveaux d'énergie, ils partent de la RT 2012. Donc au début, on va réduire de 10 ou 20% en plus par rapport à la RT 2012. Et ensuite, au niveau 3, on va réduire encore plus et avoir une obligation de production d'énergie renouvelable dans le bâtiment. Et au niveau 4, on va carrément produire plus d'énergie renouvelable que n'en consomme le bâtiment. Donc on est BEPO, c'est un bâtiment à énergie positive. Donc ça permet de quantifier un peu différents niveaux de vertu du bâtiment. Et en parallèle, on a les niveaux de carbone qui sont donc indépendants. On peut être énergie 2, carbone 1, énergie 3, carbone 2, voilà. Au niveau carbone 1, la logique, c'était qu'on puisse travailler sur les émissions à partir des matériaux de construction ou des fluides énergétiques. On peut mettre un bâtiment chauffé au bois, par exemple, on peut être carbone 1. Et carbone 2, il faut faire les deux, il faut travailler sur l'énergie et sur les matériaux de construction, donc avoir des matériaux biosourcés ou bas carbone ou à stockage de carbone dans son bâtiment. Donc l'avantage, c'est que ce label a permis de commencer à quantifier, à faire un calcul qui soit plus qu'un calcul réglementaire énergie, comme c'était le cas avant, mais à faire un calcul énergie et carbone. Donc ça, c'était quand même une avancée importante. Notamment, ce calcul, il fait sur le cycle de vie des produits jusqu'à la démolition, des produits de construction et aussi des équipements du bâtiment. Mais comme c'est tout comme la réglementation, c'est un label, mais il va aller d'une conception, mais il n'y a pas forcément de labellisation a posteriori. Il y a des gens qui sont lancés dans une démarche plus c'est moins sans forcément se faire labelliser. Donc le but c'est d'expérimenter et de voir si la filière pouvait répondre ou pas. Donc voilà pour le label plus c'est moins. Euh, il y a également un cycle sur lequel on tombe très souvent, sur lequel je voulais préciser un petit peu, c'est le référentiel HQE, donc à haute qualité environnementale. Donc c'est aussi une démarche à qualité environnementale, mais qui est très structurée en suivant un référentiel précis et qui vise à la délivrance d'un certificat NF bâtiment tertiaire. Donc ça, c'est une démarche qui existe depuis assez longtemps, depuis le début des années 2000, dans lesquelles il y a 14 cibles qui ont été identifiées. Donc c'est pour montrer aussi la diversité des champs de la qualité environnementale. On peut aller sur vraiment plein de choses. Donc, il y a l'éco-construction dont on a pas mal parlé, les produits de construction du bâtiment. Il y a également des notions de confort. La gestion de l'énergie, on en a parlé également, et des notions également de qualité sanitaire. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui sont pris en compte, et donc le référentiel est assez complexe et assez lourd. Et de fait, il est un peu réservé aux opérations d'ampleur en général, relativement d'ampleur, même si c'est pas interdit d'utiliser pour des opérations plus petites. Voilà, donc à chaque cible, il y a 3 niveaux qui sont associés, et in fine, on peut être certifié à haute qualité environnementale. Puis il y a plusieurs niveaux, bon, très bon, excellent, exceptionnel.
Donc, ce que je voulais expliquer à travers ça, c'est qu'on peut avoir une démarche environnementale sans forcément être dans une démarche HQE. Parce que c'est vrai que si vous tapez qualité environnementale, vous allez sûrement rapidement tomber sur HQE et il faut bien distinguer. Une démarche environnementale, c'est juste une démarche de pilotage de votre projet qui vise à obtenir la qualité environnementale de votre opération de construction ou réhabilitation. Mais vous n'êtes pas forcément dans le suivi du référentiel HQE qui est très détaillé. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais simplement, voilà, il faut distinguer un peu les deux. Adèle en reparlera certainement tout à l'heure. Euh, voilà. Et après, ça n'empêche pas de s'inspirer éventuellement de ce référentiel ou de prendre certaines cibles, pas toutes. Voilà. En tout cas, on peut s'inspirer des référentiels officiels, mais c'est pas forcément obligatoire. Voilà. Donc, on a parlé de plus c'est moins, de HQE. Il y a également le label bâtiment biosourcé, donc là, qui est un label, hein. Il y a donc, on va un contrôle donc, c'est un label qui fonctionne sur la quantité en fait de matériaux biosourcés, donc qui sont issus de la biomasse, euh, par mètre carré de surface de plancher, donc le bois, chanvre, paille, laine de mouton, etc. Tout est possible. Et donc là, c'est un label qui cette fois-ci est contrôlé par un organisme indépendant, comme je disais, là, par Certivéa, et dans lequel voilà, vous obtenez le label correspondant à partir de toute preuve que ces matériaux ont été utilisés. Donc pareil, un label, comme c'est facultatif par définition, mais ça peut permettre de se prouver à soi-même qu'on a bien fait les choses et de l'afficher envers l'extérieur. Je fais juste un point sur l'heure, parce que sinon à chaque fois, on ne me la montre pas. À 11h22, ben, c'est parfait, j'arrive dans mes dernières diapos. Je vais juste faire un petit point sur est-ce que la qualité environnementale du bâtiment coûte cher. Alors ça, c'est un point généraliste, hein. Après, Adèle vous dira, et Céline, si ça coûte vraiment cher ou pas. Mais en tout cas, on entend souvent que la QEB, c'est un surcoût. Alors, ça peut être vrai, mais il faut voir que c'est un investissement qui va apporter des gains tout au long de la vie du bâtiment, en fait. C'est un investissement qui est surtout intellectuel, hein, voilà, caractérisé par une réflexion qui est importante. Après, sur la mise en œuvre, ben, il faut voir, le surcoût, ça peut être à relativiser, c'est pas toujours vraiment plus cher, hein, ça dépend de quoi on parle, par rapport à d'autres solutions qui seraient pas à qualité environnementale, ou qui seraient par exemple très technologisées, voilà, ou qu'on peut avoir aussi des surcoûts hein, dans certains projets. Et donc, ce surcoût, il peut être rentabilisé grâce ben, au gain énergétique donc sur les factures, hein, concrètement du bâtiment, au gain social. Voilà, il faut voir les choses dans leur ensemble, hein, sur l'impact sur la santé, sur le cadre de vie, voilà, et sur le gain financier généralement obtenu à l'exploitation. Parce que si les gens se sentent bien dans le bâtiment, ils vont peut-être moins voilà, avoir un usage qui soit plus responsable, etc. Et in fine, ça va se ressentir également sur les consommations et globalement sur les équipements du bâtiment, etc. Donc voilà, c'est une diapo relativement généraliste sur ce sujet, mais c'est pour dire que on ne vend pas là en faisant un peu, en montrant les qualités, enfin l'intérêt de la qualité environnementale, c'est pas forcément quelque chose qui va coûter beaucoup plus cher et qu'à la fin il y aura un arbitrage à faire entre prix et qualité. C'est possible de s'en sortir en ayant un peu les deux, quoi. Donc, in fine, les questions à se poser en tant que maître d'ouvrage avant de se lancer dans un projet, c'est de se dire, bah, finalement, la réglementation ne fait pas tout. Quelle est mon ambition environnementale? Est-ce que je suis capable de la décrire? Est-ce que je souhaite m'engager ou pas dans une démarche de certification? Quelle que soit la réponse, est-ce que je suis capable d'écrire un programme suffisamment précis et de sélectionner un maître d'œuvre pour y répondre? Et est-ce que si je fais ça, est-ce que j'ai la capacité de suivre le travail de ce maître d'œuvre et de vérifier que ben, sa conception et les travaux qui sont réalisés par les entreprises correspondent à mes objectifs? Parce que parfois, on a un maître d'œuvre qui nous fait un super projet sur le papier, et puis en fait, ben voilà, la mise en œuvre n'est pas tout à fait conforme à ce que le maître d'œuvre a répondu, notamment en phase concours. Et c'est pas forcément évident de suivre vraiment, et de s'assurer que la qualité est au rendez-vous. Et donc, pour répondre à cet aspect, ça peut être intéressant, voilà, de recourir à une assistance à maîtrise d'ouvrage. Euh, donc voilà, du coup, ça permet d'introduire les parties suivantes qui vont mieux vous expliquer le rôle de cet acteur, pour vous permettre d'en apprécier voilà, l'utilité pour vos projets. Donc j'en ai fini pour cette première partie. Est-ce qu'il y a des questions, sachant que les questions, vous pouvez les poser à n'importe quel moment. Je ne l'ai pas dit au début, vous pouvez aussi interrompre les intervenants. Voilà, si je sais pas s'il y a des questions sur cette première partie générale. Il semble que non, pas de commentaires, Vivien. Eh bien, ok, on va passer donc à la deuxième partie.
Donc, je vais laisser Adèle, du coup, vous présenter l'émission de l'AMO qualité environnementale et d'abord vous parler un petit peu de son entreprise. C'est bon pour toi, Adèle? Bonjour. J'ai une petite précision sur le plus c'est moins, c'est possible. En fait, ce plus c'est moins, il a été instauré en 2018 pour préfigurer la réglementation environnementale. Donc, pendant plusieurs, 2-3 ans, on a expérimenté le plus c'est moins et ça a permis de fixer les seuils aujourd'hui de la réglementation environnementale. Et c'est toujours intéressant d'en parler parce que, en fait, la RE2020 n'étant pas encore applicable sur les autres bâtiments tertiaires, bah, on peut toujours se reporter sur le plus c'est moins en se disant, bah, je suis, admettons, E3C1 et donc, j'anticipe la RE 2020, je fais un bâtiment qui anticipe la future réglementation qui devrait être applicable là. On va déposer un permis de construire avant son application, mais on va livrer un bâtiment. Voilà, c'était juste une petite remarque. Ok, Voilà. Je m'appelle Adèle Vautier, je suis chef de projet qualité environnementale au bureau d'études Impulse. On est un bureau d'études qui est spécialisé dans la performance énergétique et environnementale. On a donc plusieurs agences un peu partout en France, hein, Rennes, Lyon, Montpellier, Strasbourg et d'autres. On a donc deux branches distinctes, une branche plutôt bâtiment et une branche plutôt process industriel, donc grosse chaufferie biomasse, traitement d'eau, méthanisation par exemple. Donc moi je suis côté bâtiment. Et donc on a des missions soit de maîtrise d'œuvre, d'ingénierie et des missions aussi qui peuvent être de conseil. C'est pas j'aime bien sur grave. la diapo, je suis allé peut-être un peu vite. Là, ouais, je vais t'arrêter. Côté maîtrise, en fait, côté bâtiment, donc on a des missions vraiment en maîtrise d'œuvre, donc chauffage, ventilation, plomberie sanitaire, en temps neuf qu'en rénovation. On a aussi des missions plutôt spécifiques, complémentaires liées à la performance énergétique et environnementale des bâtiments, le commissionnement, les calculs carbone, les calculs d'éclairage naturel, les calculs de confort thermique, qui sont pas des études intégrées de base dans la loi MOP, mais qui sont des études complémentaires et qui sont intéressantes, qui sont des vrais outils de conception finalement. On participe également sur nos projets aux certifications. Donc, on a des certifications dont on a parlé tout à l'heure, label bâtiment biosourcé, HQE, BREEAM, mais aussi liées aux référentiels bâtiments durables régionaux comme il y a le BDF, BDM, donc bâtiment. Là, il y en a un en Bretagne qui arrive. Donc voilà, à peu près ce qu'on fait. Tu peux passer, Frédéric. Là encore, c'est bon. Ce qui est intéressant, nous, dans notre démarche, c'est qu'on accompagne, on a des missions de maîtrise d'œuvre et on fait aussi des missions d'AMO. Donc, on a un peu on peut avoir les deux casquettes et c'est très complémentaire finalement dans notre accompagnement avec les maîtres d'ouvrage puisque bah, tous les jours en maîtrise d'œuvre, on voit les cas, donc on voit ce qui est possible ou pas. Voilà. J'ai mis des Donc, petites diapos généralistes hein, voilà, sur la mission d'AMO voilà, oui. un petit peu complémenter les tiennes. Bon, donc, l'assistant maître d'ouvrage, il va être là pour accompagner les maîtres d'ouvrage du début jusqu'à la fin sur son projet, pour s'assurer effectivement que les ambitions environnementales de départ, elles sont bien abouties, bien respectées en fin de projet. Je pense que tu peux passer. On va avoir plusieurs rôles. On a évidemment un rôle d'évaluation, c'est-à-dire qu'à chaque phase du projet, on va aller vérifier que bah, les exigences sont bien atteintes ou pas, ou dans ces cas-là, si c'est pas le cas, ben, amélioration continue, on constate, on propose des choses pour aller vers cette performance, toujours avec quand même des histoires de compromis, hein, des compromis techniques, des compromis financiers, textes divers et variés. Et on a aussi un rôle vraiment de sensibilisation. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, j'ai travaillé dans une agence d'architecture pendant 9 ans. Les calculs RT, l'architecte, il comprenait pas. Donc, on est là un peu pour faire le pont et puis vulgariser ou expliquer des études qui sont très spécifiques. Et effectivement, on n'a pas forcément des équipes techniques qui maîtrisent totalement le sujet. Donc, on est vraiment là pour pouvoir faire ce lien, en fait, entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage et vous sensibiliser les maîtres d'ouvrage à tous les enjeux de performance énergétique et environnementale. Et on a évidemment une fonction d'animation puisque faire peut-être se dire bah là on a un sujet précis, il faut peut-être provoquer quelque chose. Voilà. Très bien. Donc Donc, là je vous ai
Pardon? Vas-y, vas-y. Ouais, non, c'est la continuation voilà, en plus précis sur les différentes étapes ensuite. Tout à fait. Donc en fait, on intervient vraiment à toutes les étapes. On a d'abord la première étape, hein, qui est quand même très importante, c'est la phase programmation. J'ai envie même de dire dans la définition, dans le choix du site, hein. Le site peut aussi derrière impacter la performance environnementale. On peut faire, je sais pas moi, un lotissement vraiment très vertueux, très ambitieux, mais si tout le monde doit prendre sa voiture pour faire 3 kilomètres, aller chercher son pain dans le bourg, déjà, voilà. Il y a des sujets déjà sur le choix du site. On va donc sur un projet travailler dans la définition des objectifs qu'on veut avoir, carbone, énergétique, gestion de l'eau, confort acoustique, confort visuel, santé, beaucoup de sujets, intégration dans son environnement immédiat. Donc on va être là pour définir ensemble en fonction des enjeux, du contexte du site, mais également de l'ambition ou même vraiment d'un intérêt particulier que peut avoir une collectivité. On va définir les thèmes les plus prioritaires et on va traduire ça ensuite sous forme écrite dans le programme, en lien avec le programmiste. Voilà, donc ça c'est la première phase programmation. Ensuite, on est là en accompagnement en phase concours, où là en concours, on va déjà vous aider à définir les critères, les éléments demandés au rendu de concours, donc dans le DCE à destination des maîtrises d'œuvre. Et ensuite, on est là pour accompagner l'analyse du projet au regard des enjeux énergétiques et environnementaux qui ont été prédéfinis avant dans le programme. Donc, on va identifier les éléments qui sont peut-être un peu justes en disant là, attention, point de vigilance, ou au contraire, le projet va vraiment au-delà de ce qui est demandé. Donc, voilà, et faire cette évaluation-là, point fort, point faible, point de vigilance, et réaliser le rapport à destination du jury. Voilà. Ensuite, en conception, donc là, à chaque phase du projet, APS, APD, Pro, on va aller analyser les rendus pièces écrites et pièces graphiques des équipes de maîtrise d'œuvre et voilà, mettre les curseurs. Est-ce qu'on répond ou pas aux exigences? Si ce n'est pas le cas, on va aussi aller, comme je disais tout à l'heure, on va aller euh, vraiment analyser les études spécifiques, donc le calcul réglementaire thermique, les simulations thermodynamiques, il y en a une, des calculs d'éclairage naturel, venir analyser, discuter avec la maîtrise d'œuvre pour leur dire ah, là, il y a peut-être un petit truc qui ne va pas, on pourrait peut-être rajouter ça, ou au contraire, on n'est pas d'accord sur vos hypothèses. Enfin, c'est vraiment de l'accompagnement, mais on n'est pas là pour pénaliser non plus les choses. On est là vraiment. Le but, c'est d'améliorer, si possible, le projet. Et puis de vérifier que ce qu'on avait prévu quand même il y a 6 mois dans la programmation, on y est ou on n'y est pas, quoi. Et si on n'y est pas, pourquoi? Et on explique et on a cette traçabilité aussi des choix qui ont pu être réalisés. Voilà. Et on peut être aussi force de proposition, évidemment. Tout dépend aussi de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a été sélectionnée, mais voilà. Et ensuite, on va avoir la première phase du cycle de vie du bâtiment, la construction. Et ça, c'est important parce qu'en fait, je dis tout le temps, c'est la première phase du cycle de vie du bâtiment. Et on doit poursuivre cette démarche environnementale qui a été initiée peut-être 1 an auparavant ou 2 ans des fois. Donc, pour ça, dans la mission là qu'on a sur ce bon de commande, c'est d'accompagner, de prévoir des visites spécifiques pour 2 choses. Déjà vérifier que, alors, s'il y a bien une charte de chantier à faible nuisance qui a été mise en place, vérifier qu'elle est bien respectée. Donc, la gestion des déchets, le tri des déchets, la réduction des nuisances et des pollutions. Éventuellement faire des petites piqûres de rappel, discuter avec les entreprises, essayer de corriger le tir quand il y a des débordements ou voilà. Et puis aussi de vérifier la bonne application des sujets qui sont liés à la performance énergétique et environnementale du projet. Typiquement, vérifier le pont thermique, vérifier l'étanchéité à l'air, dire tiens, c'est quoi ce pot de peinture? Est-ce que ça correspond bien au niveau des émissions en formaldéhyde, donc ces cols, voilà, tout un sujet, et c'est ou se rendre compte que, je sais pas moi, qu'il manque quelque chose. Voilà. Donc on a des visites spécifiques qui sont prévues avec en fin de chantier un bilan, se dire voilà, on avait prévu ça au programme, en conception ça a donné ça, et en chantier il y a peut-être eu des modifications, ça arrive, hein, et on a cette traçabilité et on a le bilan final environnemental du projet. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque la performance énergétique et environnementale, finalement, elle est aussi conditionnée par l'usage.
on le sait. Donc, il y a un accompagnement à la mise en exploitation, mise en service du bâtiment, un accompagnement sur les sujets évidemment liés aux équipements techniques, ventilation, chauffage, réglage des automatismes d'éclairage artificiel. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis aussi de l'accompagnement sur comment on utilise ce bâtiment-là. Est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres? Comment ça marche la protection solaire? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà à peu près, on est vraiment là du début jusqu'à la fin, quoi, pour s'assurer que la performance, elle est là à la fin, au bout du compte. Ok. Avant de passer à la diapo suivante, il y a Vivien qui demandait E3C1, est-ce que ça correspond au niveau requis RE 2020 minimum? Alors, le E3C1 est plus ambitieux que la RE20 actuelle. Au niveau de l'énergie, je pense que ça se voit à peu près, puisqu'on imposait de l'énergie, on impose de l'énergie renouvelable sur la RE2020, donc ça peut peut-être se caler. Par contre, au niveau carbone, non. Le carbone 1 était un peu plus sévère que ce qu'on nous demande aussi dans la RE2020 aujourd'hui. Il y a des éléments qu'on ne prend plus en compte dans le calcul carbone, qu'on prenait en compte avant sur le calcul du C1. Donc, c'est un petit peu. Le 3CN est un petit peu plus ambitieux que la RE2020. Mais là, si on prend la RE2020 avec un seuil IC Construction 2025, par exemple, parce que du coup, on ira peut-être au-delà du 3CN. Ok, super. Vas-y, on te laisse. Euh, Pardon? On te laisse reprendre, vas-y. D'accord. Donc, j'accompagne déjà la ville de Saint-Nazaire sur pas mal de projets. Donc là, je vous ai mis les références pour que vous puissiez voir des 3 groupes scolaires en mission complète, quoi, du début jusqu'à la fin. Et en ce moment, on est en conception. Donc, on peut prendre niveau APD avec les équipes de maîtrise d'œuvre. Et on a aussi un projet de bureau, un projet de base nautique, où là, on est plutôt en phase concours, enfin programmation. Et on a participé aussi dans le cadre avec plutôt l'urbanisation finalement sur 3 projets, là, l'îlot, le Petit Maroc, Gavi et les anciennes serres municipales, où là j'ai fait l'analyse, j'ai accompagné pour le moment pour l'analyse concours. Donc voilà, c'était pour vous voyez à peu près sur quoi on travaille actuellement. Question de base, hein, mais du coup, en effet, parfois on vous contractualise pour l'ensemble des étapes du projet ou parfois juste pour les premières étapes, quoi, programmation et concours. Tout à fait. Tout à Euh, fait. c'est On c'est peut ça. arriver que à la conception, on peut arriver, le concours est déjà lancé, on peut peut-être que là, enfin, je pense qu'il y en a certains où je vais être là que programmation concours et finalement ils me disent bon bah on voudrait bien poursuivre, alors on refait un devis, une nouvelle commande pour le suivi en conception. Ça peut être par étapes, on avance comme ça petit à petit en fonction des besoins, Ok. c'est pas un souci. Et quand vous arrivez à partir de la phase conception, je ne sais pas si je voulais en parler un peu après, mais est-ce que c'est un peu compliqué du coup d'arriver dans un projet qui est déjà, il y a déjà eu un programme, il y a déjà eu voilà, une sélection de maître Ben, d'œuvre. voilà. Tout dépend, ouais. Mais Je tout sais pas si tu dépend veux de dire. comment est réalisé le programme. C'est mieux de définir les ambitions avant, en fait, en amont, mais ça peut être été défini en interne, hein, peu importe. Mais Mhm. c'est toujours mieux quand c'est avant, oui. Ok, super. Après, tu avais un exemple de grille d'analyse en Ouais. conception. Alors, oui, j'ai mis des exemples pour que vous voyez un peu concrètement comment ça se traduit en analyse. Voilà, c'est une analyse en conception. Donc, on reprend. Alors, c'était un thème. Là, il y a par exemple relation du bâtiment avec son environnement. On reprend les exigences du programme, on analyse les documents et on fait des observations. Et ensuite, du coup, on évalue attention, il y a des points de vigilance ou est-ce que ça correspond pas du tout à ce qu'on a demandé, attention, gros point d'alerte, ou au contraire, là, ça roule, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc ça, au fur et à mesure, on met à jour en APS, en APD, au pro, et après, tout est vert à la fin. C'est ça le but, c'est que tout soit vert à la fin. D'accord. Donc on a voilà, des thématiques qui sont vraiment transversales en fonction du contexte, du projet, des ambitions, de la programmation technique. On va aller rajouter d'autres thématiques. Là, c'est non exhaustif, hein. Ça peut être les matériaux, l'énergie, le chantier, la gestion de l'eau, les matériaux biosourcés, l'entretien, la maintenance, et le confort acoustique. Voilà. Ça, c'est à définir ensemble en phase programmation, justement.
Donc, tu peux passer, je pense que... Voilà, là, c'était un autre exemple. Vous aurez le support, vous pouvez regarder, mais voilà, on analyse la simulation thermique dynamique, et on dit, attention, nous, on veut passer ce genre de protection solaire, ou on n'est pas d'accord sur le fichier météo qui a été pris en compte, peut-être travailler sur les caractéristiques des vitrages, voilà, ou là, c'est un peu sombre au fond, vous avez pensé à mettre des tubes à lumière, voilà, donc c'est vraiment un aller-retour. C'est un outil en fait, hein, c'est un réel outil de discussion et d'évaluation du projet, mais surtout d'aller-retour avec la maîtrise d'œuvre pour aller vers cette performance le plus où on peut aller, quoi. C'est très précis en tout cas, hein, sur les sujets et sur les remarques. Mm. Donc voilà. Là, donc c'est un exemple de grille en analyse concours. Vous voyez, il y a plusieurs projets et puis on évalue ces projets avec des points rouges, orange, beaucoup de verts, hein, heureusement, c'est bien. Mais on identifie aussi les points rouges pour alerter le jury. Attention, il y a bien ce projet-là, mais par contre, dites-vous que, je sais pas moi, ils sont partis sur une chaudière gaz alors que vous aviez dit que vous vouliez partir sur du bois. N'importe quoi, mais voilà. Mm. Là, vous attribuez une note en général en phase concours, du coup, ou c'est... Ça dépend, mais en règle générale, je ne mets pas de notes, j'évalue, je fais voir les Hmm, points forts, les points faibles. ok, Voilà. d'accord. Après, tout dépend de ce qu'on me demande. Hmm. On peut passer, je pense. On peut aussi travailler sur des tableaux que la maîtrise d'œuvre nous doit nous rendre en phase concours pour faciliter justement la comparaison, l'évaluation des projets. Donc, on peut, alors là, c'est des exemples, hein, mais des tableaux à remplir, comme ça, la maîtrise d'œuvre nous remplit ce tableau et c'est beaucoup plus facile d'évaluer en concours parce que sinon, il y a des disparités de rendu entre différentes équipes et c'est difficile de juger, quoi. Donc là, ça permet et la comparaison. C'est bon. Je sais pas s'il y avait il y a pas de questions, là, je regarde. Non, c'est bon. Donc là, par exemple, c'est un exemple de projet que j'ai. Alors, avec la région Bretagne, la maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est la Sembrez. C'est l'École nationale supérieure à l'eau qui est en cours de construction. Je vous ai mis deux petites photos du chantier. C'est un projet qui est magnifique, qui est très beau esthétiquement. Moi, je suis sur le chantier à chaque fois. J'y vais tous les mois. Je me sers. C'est esthétique. Donc, on a été là en phase concours. Typiquement, on n'était pas là en phase programme pour le coup. Ils étaient partis sur l'éco-référentiel breton. Donc, et donc, analyse de 3 projets en phase concours avec participation au jury de concours, présentation. Et ensuite, aide à la conception, enfin suivi de conception, suivi de chantier et suivi d'exploitation sur la première année de mise en service. Donc, on est sur un bâtiment qui est complètement tout bois, un mur ossature bois, laine de bois. On a des planchers en CLT, c'est du bois massif. On a des toitures végétalisées, du photovoltaïque, chaudière bois. Enfin, c'est vraiment une très belle référence. Bâtiment biosourcé niveau 2, mais je pense qu'ils sont au même niveau 3. Hein. Ils vont dépasser les 36 kg de matière biosourcée par mètre carré de plancher. Pardon. Donc voilà, et je vous ai mis des exemples, hein, par exemple, mon intervention, des exemples de ce que mon intervention a pu changer sur le projet, sur la diapo d'après. Là, bon, là c'est pareil, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est l'analyse en concours qu'on a pu faire. On peut passer. Et donc, typiquement, là, on était en phase APD. Et bon, voilà, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bande stérile autour des toitures, sur les plans de toiture. On s'est rendu compte également que les types d'ouverture de fenêtres ne correspondaient pas, notamment à ce qui avait été pris en compte dans la simulation thermodynamique, mais aussi à l'usage, ce qui était demandé. Donc voilà, on a modifié les types de menuiserie. Le local ménage, je me suis dit, mais ça va être trop juste, donc on l'a agrandi. Mais voilà, vous voyez, ça peut vraiment même impacter sur le plan du bâtiment, l'esthétique de façade. Et quand on en a PD, on dépose le permis de construire. Donc, il faut se rendre compte tout de suite qu'il faut rajouter des brise-soleil ou pas, quoi. Voilà, on peut passer. Voilà, j'ai analysé la simulation thermodynamique. Non, on peut revenir. Et donc, enfin, typiquement, j'aurais demandé de travailler plus sur un fichier météo été chaud pour pouvoir aller anticiper quand même les effets caniculaires qu'on puisse avoir. On ne construit pas un bâtiment pour 10 ans, on le construit pour 50 ans normalement. Donc, il faut essayer d'anticiper un peu ça. Et puis, on a modifié les protections solaires. Ça ne convenait pas. Donc,
voilà, ça a changé le projet, quoi. Voilà, et en chantier, pardon? Et par exemple, en chantier, moi, je suis allée sur site, je me suis rendu compte que la laine de bois prenait l'eau sur un des murs ossature bois, donc on a enlevé la laine de bois, on l'a remplacée. Ça peut être des sujets comme ça. Je me suis rendu compte l'autre jour qu'ils ont mis une benne pour récupérer le plâtre, mais elle n'était pas couverte, donc dans ces cas-là, c'était perdu, on ne pouvait pas valoriser derrière le plâtre, donc voilà, il y a plein d'actions correctives qui se font au fur et à mesure, voilà, pour améliorer le résultat final, quoi. Ça, c'est des exemples de compte rendu en chantier, la propreté du chantier toujours, demande un nettoyage de chantier, vérifier qu'il y a bien des consignes de tri, qu'il n'y a pas d'erreur de tri. Enfin voilà, c'est pour voir un peu ce que ça peut donner en fait en réalité. Et je crois que c'est bon. Oui, du coup, tu es Ça va trop arrivé bien. à la fin de la présentation exactement à l'heure, à 11h45. Bravo. Tu as même compensé mon petit retard. Bah, super, merci pour cette présentation détaillée. Ça donne envie, hein, en effet, hein, vraiment, d'aller loin et de. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant de voir le niveau de détail. Et en plus, à chaque étape du projet, du coup, et qu'à la fin, ça aboutit à une belle réalisation, là, comme celle que tu as montrée. Euh, ouais, donc merci pour ces retours concrets. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, avant qu'on passe à la partie suivante? Bon, moi, je pense que c'était hyper clair, hein. Donc, dans la partie suivante, du coup, on va laisser la parole un peu plus à Céline, qui va voilà, parler un peu plus de la perspective d'un maître d'ouvrage, la ville de Saint-Nazaire. Euh, mais bon, et vont faire ça un petit peu de concert, hein, du coup, pour faire un petit retour. Euh, donc, or, il n'y a pas forcément des diapos qui ont été prévus pour l'ensemble du contenu, parce que c'est un peu un dialogue. Du coup, pour ça, je vais en parler juste après. Donc, peut-être je te laisse, Céline, dire un petit peu ce que tu souhaitais transmettre. Oui, oui, donc moi, Céline Bioret, à la mission énergie pour la ville de Saint-Nazaire. Du coup, on est accompagné depuis l'année dernière sur plusieurs de nos projets par Impulse. En fait, nous, c'est vraiment important parce que, comme vous avez pu le voir, on a quand même beaucoup de projets. En fait, à la mission énergie, on est deux. Donc, c'est compliqué de suivre tous les projets tout le temps. En fait, on n'est pas assez nombreux en fait pour suivre tous les projets. Donc, c'était vraiment l'objectif du marché qu'on a créé pour pouvoir avoir un AMO qui nous accompagne et qui nous vraiment, c'est comme on peut pas avoir des collègues en interne tout de suite, là, ça serait bien aussi. Mais alors, du coup, on va chercher les compétences en externe. Il y a deux raisons hein, d'aller chercher en externe, hein. Soit on les a pas du tout en interne, cette expertise-là, soit on n'est pas assez dimensionné pour répondre à tous les projets. Donc là, on travaille. L'idée, c'est que quand on commence à bien se connaître avec l'AMO, on peut se mettre d'accord aussi sur quelle est la philosophie de la collectivité dans ces projets, les ambitions, quel niveau d'ambition on se fixe dans nos projets, parce qu'on essaie d'avoir quelque chose d'un peu homogène, même si parfois on peut se dire, bah, sur ce projet-là, on va pousser le curseur un petit peu plus loin sur tel ou tel aspect. C'est important qu'il y ait un bon échange avec l'AMO en fait dès le départ du projet pour qu'il sache sur quoi, quels sont les critères qui sont importants. Et c'est la raison pour laquelle, Adèle, tu disais que tu ne mettais pas de notes, par exemple, au concours. Tu vas identifier justement quels sont les points faibles par rapport au programme, par rapport à ce qui était proposé. Parce qu'en fait, c'est au maître d'ouvrage de définir sur quoi, quels critères sont très importants et quels critères, on peut faire preuve de plus de souplesse en fait. Donc c'est vraiment, enfin, vous êtes là pour nous aider dans notre prise de décision. Et c'est vrai que c'est assez réussi parce que vous avez l'expertise et en fait, ce que je voulais dire pendant tes tableaux, quand tu présentais les tableaux, là, c'est que c'est vrai que c'est assez précis et assez technique, mais je trouve que c'est quand même assez pédagogique. Et même si on ne comprend pas tous les critères vraiment précis, même les acronymes qui peuvent être utilisés voilà, chez les experts énergétiques, on voit bien de quoi il s'agit. S'il s'agit de confort d'été, en fait, on voit bien que là, on parle du confort d'été et du fait qu'on doit dépasser des seuils. Donc en fait, c'est assez pédagogique quand même.
Et ça permet vraiment de laisser des traces. Donc moi, je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir être accompagné par un expert en qui on a confiance, qu'on doit considérer vraiment comme un collègue. Et c'est un véritable coach pour la maîtrise d'œuvre après. Mm. Parce que bon, enfin, c'est vraiment important de venir tout le temps challenger l'équipe de maîtrise d'œuvre et d'architectes sur nos ambitions du départ, c'était ça. Est-ce qu'on tient toujours le fil en fait jusqu'au bout, quoi. Et si, bien sûr, des fois, au fil du projet, on doit faire des modifications, mais au moins qu'on le fasse en toute connaissance de cause de tous les éléments en fait. Et ça, l'AMO nous accompagne bien pour pouvoir poser objectivement les différents points qui nous permettent de décider d'une évolution d'une solution par rapport à une autre. Donc voilà, après, bon, bah, vous voyez, nous, on n'a pas été pour le moment encore jusqu'au bout d'un projet hein, en AMO, mais pour le moment, ça fonctionne bien. Euh, Moi, j'accompagne un peu, mais je suis là plutôt sur la partie énergie et j'ai aussi des bons retours de mes collègues chargés d'opérations, en fait, sur l'accompagnement d'Impulse. Donc voilà, Adèle, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses aussi sur bah, si ce qu'on s'était dit quand on a préparé, c'est que le point vraiment important, c'était qu'on puisse communiquer on s'est rendu compte parce qu'on avait tellement de projets qu'on démarrait en même temps que il y a des choses qu'on ne s'était pas bien calibrées en fait sur des sujets comme la ventilation par exemple à la ville de Saint-Nazaire. Nous, on a quand même pris le parti de limiter les équipements technologiques. Donc, les doubles flux, on les limite au maximum. Peut-être qu'on évoluera hein, dans nos pratiques, mais pour le moment, c'est l'axe qu'on a choisi de tenir avec notre service exploitation bâtiment. Parce qu'on trouve que c'est assez coûteux en fait en investissement et en maintenance. On a du mal à assumer la maintenance derrière aussi. Donc on est plutôt sur des systèmes en ventilation simple flux, voilà, un peu calibrés au niveau du débit. Voilà, et en fait, c'est vrai qu'on ne s'était pas calé tout de suite avec Adèle sur ce principe-là. C'est vraiment un petit retour d'expérience brut tel que ça a été. Alors du coup, ça a créé peut-être en réunion une fois un genre de petit décalage en fait, parce que normalement on est censé parler d'une seule voix entre l'AMO et le maître d'ouvrage avec le maître d'œuvre. Et on s'est rendu compte là qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas eu le temps d'échanger plus loin en fait sur certains sujets. Bon voilà, mais à force de se connaître, c'est l'intérêt aussi de travailler régulièrement avec le même aussi. C'est que on finit par mieux se connaître aussi dans nos pratiques respectives. Tout à fait. Donc voilà, Ok. je sais pas si tu as des choses à rajouter, Adèle, aussi sur nos bonnes pratiques de binôme. Non, mais voilà, c'est ça, si on a un binôme, c'est un peu comme si on était collègues de travail. On est là, de toute façon, on est tous autour de la table sur un projet, même avec l'équipe des maîtrises d'œuvre, en fait. On est une équipe de conception tous ensemble. Donc, moi, je suis là pour épauler la maîtrise d'ouvrage et on est, oui, c'est une équipe, un binôme, quoi. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre et c'est une force en plus pour rééquilibrer justement les échanges avec la maîtrise d'œuvre. Parce que parfois, bon voilà, surtout si on n'a pas énormément de compétences d'expertise en interne, bah, on peut quand même assez vite se faire un peu balader par l'équipe de maîtrise d'œuvre qui va finalement prendre les décisions un peu à notre place en fait sur des choses et on se retrouve à un projet livré qui a un peu dévié quoi. Ouais, bah c'est vrai que des fois, en plus, au concours, il y a plein de choses, hein, puis on arrive en APD, il manque aussi des choses, donc, et on s'en rend pas compte parce qu'on se souvient plus de ce qu'il y avait au concours, alors que Ouais. moi, justement, j'ai noté ce que j'avais au concours, et quand je refais ma phase suivante, j'analyse, je fais, ah, mais il y a plus, ça, en fait, c'est Mm. parti. Voilà. Donc, Ouais, on ouais, va c'est ça. questionner la maîtrise d'œuvre en disant, mais c'est où? Vous l'avez oublié là? Ou c'est volontaire? Ce que vous pouvez pas forcément voir, parce que vous voyez plein d'autres choses. Vous travaillez avec les usagers, l'analyse technique, l'analyse financière, l'analyse vraiment fonctionnelle aussi du projet. Enfin, donc, ouais. Mm, mm. Donc là, oui, la diapo de Frédéric, là, c'est vrai que oui, et parfois c'est aussi important parce qu'on peut avoir un gros projet, il ne s'agit pas bah, voilà, qu'il
la fiche projet un peu emblématique, bah, c'est quand même bien de pouvoir avoir cette garantie supplémentaire qu'apporte l'AMO. Bah, on en a parlé de la qualité qui peut un peu s'effilocher parce que bon, bah, après, il y a les coûts. Là, en ce moment, c'est vrai qu'au niveau de l'économie de projet, hein, tout le monde le voit, hein, on maîtrise plus grand-chose. Hein. Il y a eu tellement d'augmentation des prix de travaux que c'est dur un petit peu de se rattacher à des nouveaux ratios dont on peut avoir confiance, quoi. Et là encore plus, quand on est sur de l'innovation, on va partir sur des matériaux biosourcés, des choses comme ça, où on maîtrise peut-être nous un petit peu moins. Mais bon, Daemo est là aussi, hein, parfois, pour nous accompagner aussi sur ces étapes-là. Et puis, oui, rétablir l'équilibre quoi, entre sachants. Et ça permet de ne pas se laisser embarquer dans les choses qu'on ne maîtrise pas trop, quoi. Donc voilà, très bien, en fait, pour cette partie-là. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi. Super, en tout cas, merci pour ce témoignage à deux voix, hein, qui est très clair et qui est très vivant. Je pense que ça montre bien, en effet, voilà, que en tant que maître d'ouvrage, on peut se sentir des fois un peu seul face à la maîtrise d'œuvre et on se oublie de sujets techniques et on n'a pas toujours le temps de gérer les choses dans la durée et tout ça, et que voilà, c'est quand même bien de se sentir accompagné par quelqu'un qui suit les choses de près et qui fait. Mm. Enfin, c'est vrai qu'après cette présentation, on a l'impression que ce rôle est vraiment important, quoi. Oui, Alors que, en fait, des fois, ben, surtout dans les petites maîtrises d'ouvrage, quand on a déjà un archi, un maître d'œuvre, on a l'impression qu'on est bien, quoi, qu'on a tout ce qu'il faut. Et voilà. Et en fait, ben, des fois, ça dépend de l'équipe qu'on a et du projet, ça peut être un peu limite quand même, quoi. Super, donc voilà, on vous laisse si vous avez des questions, c'est le moment. Allez, un commentaire, plutôt un encouragement, une remarque, merci. Je m'interroge sur les pistes, à Angaël Cléache qui dit: Je m'interroge sur les pistes envisageables pour pousser la qualité des opérations de logement collectif dans le diffus hors ZAC. Vous voulez prendre la parole à l'oral, peut-être? N'hésitez pas, hein, si vous Oui, préférez. ouais, je peux peut-être. Vous m'entendez? Oui, on vous oui. entend. Du coup, je suis architecte conseil de la ville et à ce titre, je mets en œuvre la charte de qualité de transition écologique de la ville de Saint-Nazaire. Et qui dit beaucoup de choses, enfin qui liste un certain nombre d'objectifs environnementaux, mais qui sont pour une grande part peut-être un peu obsolètes parce qu'ils font doublon avec la RE 2020. Donc, il va s'agir de les rebalayer et puis peut-être de les réécrire. Et ça pose la question de la capacité en interne aussi à suivre ces objectifs-là. Il y a une espèce de décalage entre les objectifs très ambitieux qui sont portés dans la charte et puis notre capacité à les expertiser au stade, parce que, alors c'est à la fois une question de moyens humains, il faut du temps, il faut des compétences techniques, et puis il y a le temps du projet, où moi j'interviens beaucoup au stade de la faisabilité des logements collectifs dans le diffus, jusqu'au stade, jusqu'au stade du permis de construire. Et du coup, à ce stade-là, les opérations, elles sont encore finalement en avant-projet et assez peu précisées. Et c'est pas du tout dans la pratique de rentrer, enfin les porteurs de projets, les promoteurs immobiliers, ils nous donnent pas beaucoup de détails sur les modes constructifs, etc. Donc on est dans un champ, enfin comment dire, on a des objectifs politiques qui sont très forts, mais un décalage avec la réalité de notre capacité à suivre tout ça et à pousser les choses. Donc voilà, on est en pleine réflexion pour savoir comment est-ce qu'on pourrait comment dire, mieux, enfin être beaucoup plus ambitieux dans le champ du diffus, alors la production vraiment dans le diffus, hors opération d'ensemble sur ce champ-là. Donc voilà, je mets un peu le sujet sur la table. Si vous avez des idées, des suggestions, ça m'intéresse. Alors, moi, je fais beaucoup de... Alors, dans le cadre d'opérations de ZAC, justement, je fais beaucoup de suivi de projets jusqu'au visa PC, instruction de permis de construire, étant donné que, effectivement, on va aller demander que les bâtiments soient passive house ou biosourcés niveau 3, niveau 2. Donc là, c'est moi qui fais les visas, et voilà, mais c'est pas sur le diffus.
Après, il y a la question de, effectivement, en instruction de permis de construire, qui va pouvoir analyser et avec quel temps, et aussi se dire, on dépose un PC, mais moi-même, hein, je suis en maîtrise d'œuvre, en APD, il y a plein de choses qui changent au pro, hein, et notamment ce qui saute souvent, c'est la qualité environnementale, hein, clairement, c'est sûr. Donc c'est ce que je dis souvent, je fais des visas PC là, mais ça se trouve, dans 6 mois, le projet, il est complètement... on a détricoté un peu tout ça. Ouais. Je fais un accompagnement là pour la révision du PLU sur une commune, une agglomération, et là on demande par exemple pour toutes les constructions résidentielles et tertiaires d'avoir la démarche BDB, donc bâtiment breton durable, où là il y a une commission obligatoire en fin de chantier, en fin de conception, mais c'est un vrai engagement, enfin ça peut être lourd, hein, mais pour être sûr que derrière l'ambition elle est bien respectée, mais de la même manière, au moins là c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème d'instruction permis de construire, puisque ce sera accompagné par Bâtilab qui gère ce truc-là, mais c'est compliqué sur le diffus. Ouais, c'est compliqué sur le diffus. C'est où ça, du coup, cette ambition et ce dispositif Là, je travaille sur le PLU de Vannes. de On est Vannes? en train de mettre en place ça justement pour que, ils veulent, alors c'est en cours, hein, mais ils veulent imposer, aller plus loin que la réglementation environnementale et donner aussi des bonus de constructibilité en fonction des performances environnementales. Et donc on s'est dit, mais comment on fait? En instruction de permis, on peut pas, on n'a pas, de toute façon, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens humains, on n'a pas les moyens techniques, parce qu'il faut savoir analyser. Si on dit, vous avez qu'à être IC Construction 2028 et puis un CEP moins 20%, on peut pas en fait demander. Je vois bien, j'ai vu ce que tu produisais sur Ambition Maritime et Littorale, j'en suis totalement incapable, évidemment, ouais. Voilà. Donc on réfléchit à ce qu'on peut faire, et là c'est en cours, et c'est des pistes en fait, parce que sinon effectivement après il y a la réglementation environnementale qui est là aujourd'hui, hein, en garde-fou, il y a là on est 2023, dans 2 ans maxi on va passer sur la 2025, donc ça va quand même aller dans le bon sens, la réglementation pousse quand même les choses dans le bon sens, quoi. Ouais. Mais Et après, c'est l'idée d'avoir peut-être un bonus de constructibilité si on respecte certains critères de haute performance. Mais ça va encore plus loin, ouais. ouais. Et du coup, c'est un site et c'est à la charge du maître d'ouvrage, là, du coup, de produire le justificatif que la collectivité demande. Oui. Bon, après, il faut que ce soit... dans quel sens c'est-à-dire qu'il missionne n'importe quel bureau d'études pour lui fournir un justificatif aussi. C'était ça le problème, c'est de se dire, le truc c'est de se dire, bon, si on impose quelque chose, est-ce que réellement déjà ce sera fait? Parce que voilà, au pro, en chantier, des fois ça change, j'en sais rien. Et en plus, quelle garantie on a? On peut faire passer des calculs RERT. Enfin, c'est bon, jusqu'à pas non plus. On peut aller oublier de mettre des choses ou optimiser un calcul. Donc, il y a que la certification, en fait, pour être sûr que derrière, quand on est certifié, de toute façon, le calcul, il est regardé, il est visé par quelqu'un. Et c'est par un organisme accrédité et puis indépendant, quoi. C'est ça, ouais. Donc, moi, j'avais proposé justement le référentiel breton durable, comme il y a, par exemple, Nîmes, c'est Nîmes ou Nice, je ne sais plus, ils ont intégré dans leur PLU, tous les projets, ils doivent être labellisés BDM, bâtiment durable Méditerranée. On n'a pas ça en Pays de Loire, nous, en fait. Là, Ouais, voilà, à Bordeaux, ils ont fait pareil, ils ont intégré dans leur PLU que tous les PDL, ouais. Voilà. Donc en Pays de Loire, il n'y a pas. Non, mais ça commence en Bretagne. Il y a la même chose en Île-de-France. Donc après, voilà, c'est de se dire comment on peut viser la chose, par quels moyens, et puis comment s'assurer que derrière, c'est vrai et que ça se poursuit réellement en phase d'exploitation, enfin chantier. C'est une vraie question. On peut imposer plein de choses, c'est pas un problème. Mais par contre, si on ne peut pas les vérifier derrière, c'est toujours mieux que rien, c'est sûr. Oui, parce qu'on voit bien que là, nous, notre charte, en fait, là, c'était un peu une démarche volontaire, quoi. Il n'y avait aucune vérification derrière. Et puis, c'est ça, Anne-Gaëlle, on voit que finalement, c'est pas si porteur que ça, en fait. Donc, en tout cas, on ne peut pas mesurer les résultats de cette charte. On peut pas, non. Sur tout le volet environnemental, on ne peut pas du tout le mesurer. C'est impossible. C'est impossible.
Du coup, on a pas loin d'une moitié de la charte qui porte sur des objectifs qu'on est totalement incapable de vérifier, suivre. Elle, C'est elle- pas... elle a le mérite d'exister parce que ça affiche quand même l'ambition de la collectivité, et ça, c'est hyper important, en fait, d'afficher ça. Et puis bon, elle est peut-être effectivement à mettre à jour. Je suis Ouais. d'accord. Et on s'interroge du coup sur la question de la certification, parce que je me suis rapprochée de Rennes, qui a un partenariat un peu historique maintenant avec Cercal, et qui, alors, c'est différentes, il y a différents dispositifs qui s'imbriquent les uns les autres et qui se complètent à l'échelle de la ville de Rennes, à l'échelle de la Seine Territoire, sur certaines ZAC avec des objectifs hyper ambitieux, et puis à l'échelle de la métropole. Et en fait, ils obligent à obtenir la certification NF Habitat HQE à toutes les opérations de logement social, qui soient en construction propre ou en VFA. Ça leur permet du coup d'avoir des opérations de logement privé qui rentrent dans ce dispositif-là. Et le cliquet, c'est de conditionner la subvention d'équilibre de Rennes Métropole au logement social à l'obtention de cette certification. Et ils le font depuis 2006, donc ils ont pas mal de recul. Et effectivement, ça porte réellement ses fruits. C'est hyper intéressant. Donc, On pourra peut-être en reparler du coup, parce qu'on déborde un peu sur tout ce qui est urbanisme et tout, mais ouais. peut-être voilà, en interne, on pourra en reparler, voir un peu comment, qu'est-ce qui se fait autrement, et puis comment est-ce qu'on peut faire, c'est dans les cartons un peu de faire évoluer la charte. Ouais, il faudra qu'on se cale un point. Ouais, tout à fait, avec plaisir. Merci en tout cas pour la présentation. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, moi je finissais sur le marché qu'on a. C'est pour ça qu'on a autant parce qu'on a fait un marché en groupement de commandes. Et donc, du coup, il y a plusieurs lots dans ce marché. Donc, les communes qui font partie du groupement, donc la Carène, Saint-Nazaire, Montoire, Trignac, Donges, Saint-André, Saint-Malo, Béné, de la ville de Saint-Nazaire. C'est un marché qu'on a notifié déjà en novembre 2021, ça passe vite. Et donc, c'est un marché de les accords cadres un peu avec reconduction tacite annuelle, donc qui nous porte jusqu'en novembre 2025. Donc, il concerne l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis, il y a aussi, pour votre parfaite information, il y a aussi un lot d'études énergétiques avec des audits, des mesures de calcul, etc. aussi qu'on peut faire. Et puis, 2 lots maîtrise d'œuvre énergie renouvelable. Un lot pour le photovoltaïque et un lot pour les énergies renouvelables thermiques. Donc voilà, donc là, le lot qui nous intéresse, c'est le lot assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, il y a un cahier des charges il y a plusieurs cahiers des charges dans ce lot-là. Ça va de l'analyse environnementale d'un site, en fait, quand le projet vraiment démarre. Au calcul, le plus, c'est moins. Quand, par exemple, on a une équipe qui ne peut pas faire le calcul pour une raison ou pour une autre, du coup, on peut missionner le bureau d'études aussi pour le faire. On a donc un co-traitant en fait avec Impulse qui s'appelle Cycle Up, qui est un spécialiste de l'économie circulaire, parce que c'est aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on progresse, nous, en tant que collectivité. L'économie circulaire, réemploi. Enfin, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, quoi. Oui. Voilà. Et puis, Adèle nous accompagne beaucoup sur les cahiers des charges qualité environnementale, rénovation et ou neuf. Alors, on a 2 cahiers des charges. Donc, voilà, moi, je veux bien faire l'assistance technique, en fait, pour savoir quand on a des projets de rénovation, mais qui intègrent aussi des extensions, comment est-ce qu'on fait le bon de commande, etc., parce que ça a été déjà le cas aussi. Donc, bien sûr, on ne va pas mettre les 2 projets, puisqu'il y a des réunions qui sont communes, des choses comme ça. Donc, il y a des missions qui se mutualisent. Donc là, on a un devis un petit peu personnalisé à faire. Et puis, il y a aussi, donc ça fait partie de la mission AMO qualité environnementale, mais on peut le prendre aussi si on n'a pas eu la mission pendant la conception et les travaux, c'est le suivi de la performance d'un bâtiment pendant 2 ans.
Donc, ça permet justement, des fois, quand on a eu un bâtiment qui a été livré et que on trouve qu'on voudrait savoir un peu par rapport à sa conception, comment est-ce qu'il est réellement au niveau de ses consommations énergétiques. Bon, bah, ça permet d'avoir une idée là-dessus. Et donc, on est à un bordereau de prix unitaire qui est fixé par tranche de surface de bâtiment. Donc, je vous l'ai remis aussi après, là, mais du coup, si vous avez un projet, enfin, c'est dans le PowerPoint, là, faut envoyer. Moi, la première démarche, c'est que j'envoie à Adèle un mail en lui disant quel projet j'ai, le nom du projet, la surface. Est-ce que je veux une mission complète, en fait, qui couvre tout du programme, ou est-ce que je suis déjà à la phase esquisse et que du coup, elle me fait une proposition de tarif selon BPU qui correspond à la mission que je souhaite. Et puis voilà, ensuite, je reçois un devis et moi, sur la base du devis, j'envoie le bon de commande et la mission peut démarrer. Donc voilà, donc vous avez, on avait déjà fait une présentation pour ceux qui étaient peut-être au lancement du marché. Mais bon, ça permet de se remettre un petit peu dedans. Donc, le BPU, vous l'avez là, vous pouvez le visualiser. Donc, voilà, les surfaces de bâtiment, par exemple. Si je veux une mission complète pour un bâtiment qui fait 800 mètres carrés, bah, je vais prendre je vais additionner toutes les missions. Après, on a aussi un coût journée qui permet d'adapter en fonction de si on a des demandes particulières sur les projets. Donc voilà, on a voulu un accord cadre qui était quand même cadré, parce qu'on est obligé, c'est l'accord cadre, mais aussi qui permette de la souplesse en fonction des typologies de projets. Donc voilà. Globalement, en fait, ça fait pas, au niveau de l'échelle du projet, du coût d'opération du projet, en fait, ce que aussi je voulais dire et qu'on n'a pas dit, c'est que ça représente pas une part importante du tout du projet et que ça vaut vraiment le coup, en fait, de le faire, parce que sur une mission complète, on doit être là pour un bâtiment de 800 mètres carrés autour de 10 000 € à peu près d'accompagnement. Et ça va du programme jusqu'à 2 ans après la réception du projet, en fait. Donc là, vous avez au moins 3 ans d'accompagnement, on va dire, pour 10 000 €, quoi. Là, Adèle, ça y est, elle va me dire « Ah, mais en fait, on ne se vend pas cher. » Non, mais c'est vraiment, voilà. Après, vous intervenez à des phases bien précises, en fait. Le cahier des charges qui est adossé au marché, en fait, détaille bien toutes les missions et puis les livrables qu'on attend à chaque mission. Le nombre de réunions auxquelles l'AMO participe. Donc, s'il y a des moments, des problématiques qui justifient que l'AMO soit plus présent, et bien dans ce cas-là, on utilise le bordereau de prix unitaire, le coût journée. Donc voilà, on a vraiment cette souplesse-là. La mission est calibrée au plus juste. Mais dès qu'on a des choses particulières, on peut s'adapter et puis venir ajouter des missions complémentaires. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Super. Là, Je pense que j'ai c'était la juste dernière. Ouais. mis un peu les extraits que j'ai tirés du cahier des charges, donc c'est des choses dont on a parlé globalement. Voilà. En tout cas, les cahiers des charges sont disponibles pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est vraiment inscrit pour ces différentes missions d'AMO. Oui, c'est moi qui ai piloté l'accord cadre, donc si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter par mail ou par téléphone. Je n'ai pas laissé mes coordonnées, non ? Pas dans le diapo là, mais je pourrais les envoyer quand j'enverrai le diaporama. Oui, ouais. Ok. Eh bien, merci de votre participation. Merci aux intervenantes pour ces explications très claires et enthousiasmantes. Merci pour l'organisation. Merci. De rien. Et avant de vous laisser, je vous rappelle le prochain webinaire qui aura lieu dans un mois, le 15 mars, à la même heure, qui portera sur l'éclairage public et sur la prise en compte de la biodiversité, notamment à travers la démarche qu'on appelle Trame Noire, avec différents acteurs et intervenants qui présenteront également leurs projets pour vous inspirer et répondre à vos questions. Donc, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire et à poser des questions si vous en avez qui viennent et j'enverrai tout ça dans le prochain mail. Diaporama, replay, contact Céline et tout ça. Merci. 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 Allez, bonne journée, au revoir. Vous aussi, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.